Sur cette chaîne, nous mentionnons souvent les progrès énormes réalisés par la science médico-légale au cours des dernières décennies. Des outils comme le système MVAC et les tests de généalogie ont apporté des réponses à des centaines d'affaires classées que personne ne pensait jamais résoudre. Mais il est également important de noter qu'il reste encore des milliers d'affaires en attente de justice. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui, alors que nous examinons 3 affaires glaçantes qui restent non résolues en 2025. Amber Hagerman. Amber Hagerman, âgée de 9 ans, a été vue pour la dernière fois faisant du vélo autour d'Arlington, au Texas, le 13 janvier 1996. Elle avait passé la journée avec son petit frère, Ricky, à faire du vélo après avoir quitté la maison de leur grand-mère vers 13h30. Cet après-midi-là, leur grand-mère leur avait dit de rester près de la maison, ce qu'ils ont fait. Cependant, après avoir fait du vélo sur le parking d'une épicerie Winn-Dixie abandonnée, Ricky a décidé de rentrer à la maison sans sa grande sœur parce qu'elle voulait rester dehors plus longtemps. Lorsque Ricky est revenu avec son grand-père peu de temps après, il n'y avait aucune trace d'Amber, seulement son vélo rose, seul et abandonné. La police d'Arlington dira plus tard aux médias qu'un témoin avait vu la petite fille se faire enlever. Citation, il a décrit le suspect portant Amber dans cette même position alors qu'elle donnait des coups de pied et criait jusqu'à son camion la mettant à l'intérieur de la portière côté conducteur. Le témoin était un homme âgé nommé Jimmy Cavill. Il a vu le pick-up noir s'arrêter et a remarqué qu'il avait été garé dans une laverie automatique proche avant l'enlèvement d'Amber. L'auteur a été décrit comme étant blanc ou hispanique, âgé d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, mesurant moins d'1,80 m et ayant les cheveux foncés. La police pense qu'il était originaire de la région. Après avoir été témoin de cet événement terrifiant, Jimmy a appelé la police. Dans les jours suivants, les forces de l'ordre ont cherché la fillette. Le pick-up aperçu au moment de son enlèvement s'était dirigé vers le centre d'Arlington, mais il n'y avait aucune trace d'elle. 4 jours plus tard, le 17 janvier, son corps a finalement été retrouvé. Un homme qui promenait son chien tard dans la nuit l'a trouvé allongé dans un ruisseau derrière un complexe d'appartements. Les vêtements d'Amber manquaient et de graves lacérations ont été trouvées sur son cou. Elle se trouvait à seulement 8 km de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois et la date estimée de sa mort était le 15 janvier. Un détective de police s'est souvenu de l'extrême violence utilisée lors du meurtre. Citation, Amber était complètement nue, à l'exception d'une chaussette sur son pied gauche. Nous l'avons retournée et j'ai attrapé sa tête dans mes mains. Plusieurs lacérations à la gorge, un couteau ou un tournevis avaient été utilisés pour lui arracher la gorge. Malgré le deuil de sa famille, une mère locale a eu une idée. Elle a suggéré à une station de radio de créer un système d'alerte nationale pour les enfants disparus, ce qui a ensuite conduit à la création de l'alerte America's Missing Broadcast and Emergency Response. America's Missing Broadcast Emergency Response étant l'acronyme de America's Missing Broadcast Emergency Response. Le système d'alerte, lancé en 1996, diffuse aujourd'hui les informations sur l'enfant disparu via des panneaux d'affichage numérique, des panneaux de signalisation sur les transports, des services de messages courts et des alertes Facebook. Selon le site officiel de l'alerte America's Missing Broadcast Emergency Response, il a contribué à la récupération de 1221 enfants. Le site indique également que ces alertes servent de moyen de dissuasion pour les prédateurs d'enfants et qu'elles ont conduit à la libération de certains enfants après que l'auteur a entendu l'alerte America's Missing Broadcast Emergency Response. Bien que cela fasse près de 3 décennies qu'Amber est disparue, les enquêteurs ont déclaré que l'affaire est toujours en cours. Le sergent de police d'Arlington, Grant Gilden, a déclaré au magazine People « Nous continuons à avoir des pistes et il y a encore plusieurs pistes que nous continuons à examiner de manière approfondie en tant que suspect potentiel. » Beaucoup de gens qualifient l'affaire d'Amber de cold case, mais pour le service de police d'Arlington, elle n'a jamais été considérée comme telle, car nous n'avons jamais passé 180 jours sans recevoir une nouvelle piste.
L'affaire d'Amber a reçu plus de 7000 témoignages et en 2021, les enquêteurs ont indiqué qu'ils disposaient de preuves acides désoxyribonucléiques qui pourraient appartenir au meurtrier d'Amber, mais malgré cela, son meurtrier court toujours. La police croit que des témoins détenant des informations pertinentes ne se sont pas manifestés à l'époque. Si vous avez des informations concernant l'affaire d'Amber, vous pouvez appeler la ligne dédiée qui a été mise en place peu de temps après sa disparition au 8 175 758 823. Vous pouvez également appeler Crime Stoppers du comté de Tarrant de façon anonyme au 817 469 8477. Vicki Lee Lamberton. Vicki Lee Lamberton a grandi à Harper, au Kansas, mais selon tous les témoignages, elle semblait éprouver un sentiment de honte concernant son enfance et disait souvent aux gens qu'elle avait grandi dans le Colorado à la place. À la fin de son adolescence, alors qu'elle étudiait à l'Union College au Nebraska, Vicki a rencontré son professeur, Lowell Lamberton. Le couple a rapidement entamé une relation amoureuse, a déménagé à Worcester en 1968 et s'est marié en 1969. Au moment de sa disparition en 1974, Vicki, âgée de 24 ans, était en train d'obtenir son master en psychologie. Elle étudiait à l'Assumption College à Worcester, dans le Massachusetts, et, avec l'aide de son professeur, le docteur Roger Barker, elle s'était rendue à New York pour postuler à un doctorat en psychologie à l'Université Columbia. Mais tout n'allait pas bien dans la vie de Vicki. Elle s'était séparée de son mari en janvier et Lowell soupçonnait qu'elle entretenait en réalité une relation avec son professeur marié. Début février, elle a quitté la maison qu'elle partageait avec l'un de ses frères, Robert, et a déménagé ses affaires dans le garage de Robert Barker. Lowell et Robert l'ont ensuite vu faire des courses à Vianton avec son professeur, ce qui a renforcé l'idée que le couple entretenait une relation amoureuse. Malgré tout, en février, Vicki a recontacté son mari dont elle était séparée. Au téléphone, ils ont discuté de l'idée de raviver leur relation. Vicki a suggéré qu'ils pourraient se retrouver lorsqu'elle reviendrait d'un week-end dans le Maine qu'elle faisait avec une de ses amies, et elle a dit qu'elle l'appellerait à son retour. Mais Lowell n'a plus jamais eu de nouvelles de Vicki. L'inquiétude s'est montée quand elle n'a pas repris contact après ce week-end. Quand Lowell a contacté les amis de Vicki, il a appris qu'aucun tel voyage n'était prévu. Les amis ont même déclaré qu'elle n'avait pas parlé à Vicki récemment. En apprenant cela, Lowell a décidé de rendre visite à Roger Barker au collège de l'Assomption pour lui demander s'il savait où Vicki était allée. Cependant, Barker était absent. Le personnel de l'université a informé Lowell qu'il avait passé le week-end à faire du ski à Vail dans le Colorado et qu'il avait été hospitalisé pour une pneumonie, ce qui avait retardé son retour chez lui. Sa femme serait apparemment rentrée au Massachusetts sans lui. Lowell a continué ses recherches et a visité Barker en mars, un mois après le dernier signe de vie de Vicki. Barker a reconnu qu'il avait entreposé ses affaires pour elle, mais il a dit qu'il ne connaissait pas particulièrement bien Vicki et qu'il ignorait où elle se trouvait. De plus, il a laissé entendre que la jeune femme de 24 ans était impliquée sentimentalement avec quelqu'un d'autre, bien qu'il ne semblait pas savoir de qui il s'agissait. Il n'existe aucun détail sur l'enquête concernant la disparition de Vicki, car il n'y a jamais eu d'enquête initiale. La jeune femme de 24 ans n'a été déclarée disparue que 36 ans plus tard, en 2010, de nombreux membres de la famille affirmant qu'ils pensaient qu'elle avait rencontré quelqu'un de nouveau et était partie pour recommencer sa vie. Lowell a noté que Vicki avait évoqué l'idée de laisser derrière elle son ancienne vie quelque temps avant sa disparition, déclarant spécifiquement qu'elle voulait aller dans un endroit où personne ne sait qui je suis. Elle a également parlé de changer la couleur de sa peau. Il est à noter que les photos de Vicki en ligne la montrent avec des apparences très différentes, passant de cheveux blonds platine coupés courts à une coupe mulet rougeâtre, puis à un carré très foncé, ce qui suggère peut-être qu'elle cherchait à changer d'apparence et à fuir son ancienne vie. La date de sa disparition est indiquée comme étant le 1er février, bien que son mari ait eu des nouvelles d'elle à un moment donné après cette date en février, et même si ses frères ont décidé de récupérer ses affaires dans le garage de Barker environ 1 an après sa disparition, rien d'utile n'a jamais été retrouvé. Barker a persisté à nier toute connaissance de sa disparition durant cette période. Quelque temps après sa disparition, l'homme qui vivait dans l'ancienne ferme de la famille de Vicki a reçu un appel étrange lui disant que la jeune femme de 24 ans était partie en Europe. L'appelant a aussi demandé le numéro de Lowell. Lors de l'appel, la famille de Vicki avait déjà emménagé au Texas. Interpol a signalé qu'il n'y avait aucune trace de sa présence en Europe. Son frère Brent s'est demandé d'où cette personne avait obtenu le numéro de téléphone.
Il soupçonne que Vicky elle-même ait pu passer l'appel téléphonique. En 1980, 6 ans après sa disparition, l'un des frères de Vicky a retrouvé l'une de ses amies. L'amie a déclaré avoir eu des nouvelles de Vicky pour la dernière fois la nuit où elle avait appelé Lowell. Elle a expliqué qu'elle allait au Colorado avec Roger Barker pour le week-end et a évoqué la possibilité que le couple se marie, bien que le Charlie Project précise que Barker avait déjà une épouse. Vicky a déclaré avoir appelé son amie à son retour, mais n'a plus jamais eu de nouvelles de la jeune femme de 24 ans. Le permis de conduire de Vicky n'a jamais été renouvelé et son numéro de sécurité sociale est inutilisé depuis sa disparition. En 2012, Lowell continuait de croire que sa femme était partie pour recommencer une nouvelle vie et qu'elle était toujours en vie. Il a déménagé dans l'Oregon quelque temps après la disparition de Vicky et s'est remarié en 1991, presque 20 ans plus tard. Il est mort en 2021, ignorant le sort de sa première épouse. Robert, le frère de Vicky, a travaillé sans relâche pour suivre les pistes et tenter de la retrouver. Mais il est mort en 2009 sans avoir découvert la vérité. Vicky a, à un moment donné, été soupçonnée d'être la Dame des Dunes, qui a maintenant été identifiée comme Ruth Marie Terry. Elle a été écartée comme correspondance pour la Jane Doe de Virginia Beach, une femme dont les restes démembrés ont été retrouvés à Virginia Beach en 1976. Vicky Lamberton est toujours portée disparue. Elle avait 24 ans quand elle a disparu de Worcester, Massachusetts, en février 1974. Elle est décrite comme une femme blanche aux cheveux châtain clair et aux yeux marrons. Elle mesure 1,60 m et pesait environ 50 kg au moment de sa disparition. Si elle est toujours en vie, elle aurait 75 ans. Elle pourrait utiliser son nom de jeune fille, Lockwood. Si vous avez des informations concernant sa disparition, vous pouvez contacter le département de police de Worcester au 508 799 8651. Richard Colvin Cox. Richard Colvin Cox, 21 ans, a été vu pour la dernière fois le 14 janvier 1950. Né en 1928 à Mansfield, Ohio, Richard s'est porté volontaire pour l'armée américaine après avoir quitté le lycée. Il a été recruté avec succès et a suivi sa formation de base à Fort Knox, dans le Kentucky, avant d'être affecté à la constabulary américaine, où il a passé du temps en Allemagne et atteint le grade de sergent. En 1948, il a fréquenté l'école préparatoire de l'Académie militaire américaine à West Point, New York, et il a été reconnu comme un élève doué sur le plan académique, se classant 100e sur 550. En apparence, Richard semblait bien réussir dans la vie. Il obtenait de bons résultats à l'école, il a été élu meilleur cadet de sa compagnie et il s'est même fiancé à sa petite amie Betty Timmons. La seule plainte qu'on lui connaissait était qu'il n'appréciait pas particulièrement la vie en école préparatoire, ce qu'il évoquait dans des lettres à sa famille. Le jour de sa disparition, le 14 janvier 1950, Richard a assisté à un match de basketball opposant les Scarlet Knights de l'université Rutgers aux Black Knights de l'armée. Peu de temps après, il a été vu en train de parler à un homme que les témoins ont décrit comme ayant les cheveux foncés et l'air rude. Après cela, Richard est retourné dans sa chambre et a dit à son colocataire qu'il sortait parce qu'il dînait avec un visiteur. Le colocataire se souvient que le jeune homme de 21 ans ne semblait pas inquiet, juste un peu dégoûté. Il est parti avec le visiteur susmentionné et n'a jamais été revu depuis. L'homme avec qui Richard avait parlé était d'abord considéré comme un certain George. George est intervenu dans l'affaire pour la première fois le samedi 7 janvier, environ une semaine avant la disparition. À 17h45 ce jour-là, Pierre Haynes, camarade de classe et responsable de quartier dans la compagnie de cadets B2 de Richard, a reçu un appel téléphonique de quelqu'un cherchant à parler au jeune homme de 21 ans. L'appelant a été décrit comme ayant un ton rude et condescendant, presque insultant. Quand Pierre lui a dit que Richard n'était pas dans sa chambre, l'appelant a déclaré « Eh bien, écoutez, quand il rentrera, dites-lui de descendre ici à l'hôtel. Dites-lui que Georges a appelé, il comprendra. Nous nous connaissions en Allemagne. Je ne suis ici que pour un petit moment et dites-lui que j'aimerais l'inviter à manger un morceau. » Plus tard, Pierre déclarera qu'il n'était pas 100% sûr que le nom qu'on lui avait donné était Georges, car il avait répondu à tellement d'appels ce jour-là pendant son service, et cet appel en particulier ne lui avait pas semblé particulièrement important sur le moment. 3/4 d'heure plus tard, un homme entra dans la grande salle, un espace où les cadets pouvaient rencontrer des visiteurs. Le cadet informa Richard par téléphone qu'un visiteur l'attendait. L'homme était décrit comme mesurant un peu moins d'1,80 m et pesant environ 84 kilos.
Il avait les cheveux clairs, le teint pâle, portait un trench coat ceinturé et n'avait pas de chapeau. Richard arriva bientôt dans la salle et serra la main de l'homme. Le cadet de service, qui a observé l'interaction, a déclaré que Richard semblait ravi de voir l'étranger aux cheveux clairs. Richard a ensuite signé sa sortie afin d'emmener son visiteur dîner à l'hôtel Thayer situé sur le campus. Pourtant, il a dit plus tard à ses colocataires que le duo n'était pas allé dîner. À la place, ils ont bu du whisky en étant assis dans la voiture de l'homme. Il est rentré tard ce soir-là où il a pris une douche et a fait une sieste. Peu de temps après, il a modifié l'heure qu'il avait inscrite dans le registre des départs, changeant 1923 en 1823 pour faire croire qu'il avait assisté à la superformation des cadets de 18h30, alors qu'en réalité, il l'avait manqué. Cette falsification n'a été découverte qu'en 1952 lors d'un examen médico-légal du registre. Si cette tromperie avait été découverte par ses supérieurs, Richard aurait été accusé d'avoir violé le code d'honneur des cadets. Étrangement, plus tard cette nuit-là, à 22h30, lorsque l'extinction des feux a été annoncée, les colocataires de Richard ont été surpris lorsqu'il s'est réveillé, a couru dans le couloir et a crié ce qui ressemblait à Alice. Interrogé sur l'identité d'Alice, Richard est resté muet. Au lieu de cela, il est retourné se coucher et s'est endormi aussitôt. Ses colocataires se demandaient si Alice était le nom d'une amoureuse qu'il avait avant de rencontrer Betty, mais il n'y a jamais eu aucune preuve pour soutenir cette idée. Le lendemain, Richard raconta à ses colocataires la visite de l'homme qu'il ne nomma jamais. Il déclara qu'il était un ancien ranger de l'armée américaine qui avait servi dans son unité en Allemagne. L'homme avait tendance à se vanter d'avoir tué des soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et se vantait souvent, avec jubilation, d'avoir coupé leurs parties génitales après. L'homme affirmait aussi avoir mis enceinte une jeune Allemande qu'il avait ensuite pendue pour l'empêcher d'avoir l'enfant. Richard a retrouvé cet homme un peu plus tard, retournant dans sa chambre à 16h30. Il aurait dit à ses colocataires qu'il espérait ne plus jamais revoir ce type. Cela leur a fait comprendre que Richard n'aimait pas particulièrement cet homme, même s'il n'est pas clair pourquoi ils continuaient à se voir. Il est à noter que la description donnée de cet homme est radicalement différente de celle de la personne vue en train de parler à Richard lors du match de basket. Le George qui lui avait rendu visite sur le campus était grand et blond, contrairement à la description donnée par les témoins de la rencontre lors du match de basket, qui parlait d'un homme aux cheveux foncés et à l'apparence rude. L'absence de Richard a été remarquée à 11h du soir le 14 janvier, puis de nouveau à 2h30 du matin, mais comme il arrivait parfois que des cadets restent dehors tard, même après le couvre-feu, aucune mesure n'a été prise. Ce n'est que le lendemain matin que sa disparition a été prise au sérieux. Ses colocataires ont signalé l'affaire à leurs supérieurs et cette fois, la Criminal Investigation Department ainsi que la police de l'État de New York ont toutes deux été informés. Le FBI s'est ensuite impliqué dans l'affaire. Un appel public à témoins concernant la disparition a été lancé seulement 3 jours après la disparition de Richard. Une recherche au sol et aérienne a été menée sur le campus et de nombreux plans d'eau, dont un étang local, la rivière Hudson et le réservoir Lusk, ont été fouillés de manière approfondie, mais aucune trace du cadet disparu n'a été retrouvée. Les recherches pour retrouver Richard ont duré 2 mois, mais les enquêteurs n'avaient aucune preuve à présenter pour leurs efforts. En utilisant ce qu'ils avaient appris de ses colocataires, les autorités ont tenté de retrouver George, mais n'ont pas réussi, car ceux qui correspondaient à la description avaient des alibis irréfutables. Le séjour de Richard en Allemagne a été minutieusement examiné, mais n'a donné aucune nouvelle piste, et la théorie selon laquelle il serait parti volontairement a été abandonnée, car il avait laissé l'équivalent de plus de 1100 € actuels, ainsi que ses vêtements civils et d'autres effets personnels. Un psychologue du campus a suggéré que Richard était homosexuel ou bisexuel, dans une tentative d'expliquer pourquoi 2 hommes célibataires se rencontraient aussi régulièrement. Le FBI a alors décidé de se rendre dans des bars gays à New York, à la recherche d'hommes correspondant à la description de George et montrant la photo de Richard aux habitués et au personnel. Cependant, personne n'a reconnu son image ni la description de George. Au cours des années suivantes, il y a eu plusieurs signalements non confirmés de Richard. L'un de ces signalements n'a émergé qu'en 2021, plus de 70 ans après la disparition. Une camarade de lycée à lui, Ursula, l'a vu peu après sa disparition. Elle marchait sur la 4e rue à Mansfield, dans l'Ohio, lorsqu'elle l'a vu marcher le long des voies ferrées. Elle a déclaré l'avoir immédiatement reconnu grâce à sa démarche singulière. Les deux se sont fait signe de la main, Ursula pensant qu'il venait juste de descendre du train à la gare Union toute proche, et elle a attendu que le train qui passait entre eux s'éloigne pour pouvoir s'approcher de lui. Cependant, après le départ du train, Richard avait disparu.
Elle a déclaré qu'elle n'avait jamais signalé cette rencontre parce qu'elle ne voulait pas mettre sa vie ou sa carrière en danger, pensant qu'il était peut-être parti travailler pour une agence de renseignement. Elle a ajouté qu'elle ne voulait pas que cette rencontre soit rendue publique avant sa mort, pensant qu'à ce moment-là, il serait sans danger de la révéler et que cela éviterait de bouleverser la vie de Richard. Par respect pour ses souhaits, l'auteur qui a rendu publique cette rencontre ne l'a fait qu'après le décès d'Ursula en 2020. Une autre apparition a eu lieu seulement 4 ans après la disparition de Richard. Ernest Shotwell, qui fréquentait l'école préparatoire militaire à l'époque, a déclaré au FBI qu'il avait croisé le cadet disparu en 1954 dans une gare routière, Greyhound, à Washington, district de Columbia. Il a simplement supposé à ce moment-là que Richard n'était plus une personne disparue. Richard aurait confié à Ernest son départ de l'école pour s'installer en Allemagne. Ernest a supposé qu'il vivait à proximité parce qu'il était habillé légèrement malgré le temps froid. De plus, il se souvenait que Richard semblait mal à l'aise de le voir et qu'il restait très vague sur sa vie et ses projets. Il semble qu'il soit parti au bout de 5 minutes seulement. À la fin des années 50, le FBI considérait l'enquête comme close. Malgré le suivi de toutes les pistes et indices, cela n'avait rien donné. La famille de Richard l'a fait déclarer mort en 1957. Pourtant, malgré cela, l'agence continuait parfois à suivre des signalements et des pistes potentielles. En 1960, un informateur du FBI pensait avoir vu Richard et lui avoir parlé dans un bar à Melbourne, en Floride. Des connaissances l'appelaient Richard tandis qu'il se présentait sous le nom de R.C. Mansfield. Il aurait révélé des informations correspondant à la vie de Richard, déclarant même que son vrai nom de famille était Cox et non Mansfield. Certaines des choses qu'il a dites à l'informateur laissaient entendre qu'il travaillait pour une agence de renseignement américaine, mais bien que le FBI ait recherché un tel homme, ils n'ont jamais pu le retrouver. Beaucoup des théories concernant la disparition de Richard concluent qu'il a rejoint une agence de renseignement. C'était la conclusion d'un journaliste nommé Jim Underwood qui a écrit sur l'affaire en 1982. Il a parlé avec un camarade de lycée de Richard qui est ensuite devenu procureur et avait des liens avec le FBI. L'ancien camarade a dit à Underwood qu'il avait appris d'un agent qu'ils étaient sur le point d'arrêter Richard, mais qu'on leur avait ordonné de ne pas l'arrêter, ce qui les a amenés à supposer qu'il était sous couverture ou qu'il travaillait dans le renseignement. Le camarade a également déclaré que pendant des années, il avait demandé à consulter les dossiers de l'affaire lui-même, mais qu'on lui trouvait toujours des excuses et que lorsqu'il a finalement pu y accéder, la majorité des rapports étaient caviardés. Marshall Jacobs, un professeur de lycée à la retraite, a enquêté sur la disparition de Richard dans les années 80. Il a découvert que Richard avait écrit à une femme rencontrée en Allemagne, lui demandant des informations sur les activités soviétiques, mais la lettre est revenue non distribuée. De plus, un Américain nommé John H. Noble, qui a été capturé et emprisonné par les Soviétiques entre 1945 et 1955, a affirmé qu'un prisonnier du nom de Cox était détenu en Sibérie. Pendant ce temps, l'informateur du FBI qui était tombé sur R.C. Mansfield en Floride a également été jugé crédible compte tenu des informations qu'il avait fournies sur la vie de Richard. Pourtant, ce qui est arrivé à Richard reste inconnu plus de 70 ans plus tard. De même, George n'a jamais été identifié. La piste la plus proche de l'identification a été trouvée lorsque les enquêteurs ont découvert qu'un homme nommé Robert Frisby était en poste à Fort Knox en même temps que Richard. Il correspondait à la description de George et on savait qu'il avait vendu de fausses pièces d'identité à New York dans les années 1950. Les enquêteurs ont supposé que Richard avait tenté d'en obtenir une afin de disparaître volontairement. Frisby a été arrêté pour meurtre en 1985 et a déclaré qu'il ne connaissait pas Richard et n'avait jamais fait affaire avec lui. Marshall Jacobs, quant à lui, a conclu qu'un homme nommé David Westervelt, qui avait servi avec Richard en Allemagne, était George. Westervelt correspondait à la description physique et avait été interrogé plusieurs fois par la police à l'époque au sujet de la disparition. Jacobs pensait que Westervelt recrutait pour la CIA. Il pensait que Richard avait exprimé son mécontentement à l'école militaire et qu'on lui avait offert une porte de sortie, ce qui impliquait de tout quitter, y compris toutes les personnes qu'il connaissait, et de changer de nom. Cette porte de sortie consistait probablement à travailler pour la CIA ou une autre agence de renseignement. Au milieu des années 90, Jacobs a également appris d'un ancien responsable de la CIA que Richard faisait apparemment partie d'une équipe en Europe chargée de faire sortir clandestinement des hauts responsables de l'Union soviétique. Il a pris sa retraite dans l'Idaho, mais on lui a ensuite diagnostiqué une maladie incurable. Au moment du récit, il se trouvait apparemment dans l'établissement des National Institutes of Health à Bethesda, dans le Maryland.
Cependant, selon un rapport du Times Union, même Jacobs lui-même a admis qu'il y avait des zones d'ombre dans l'histoire et des informations contradictoires qui circulaient. Des écrivains et des enquêteurs en ligne ont également souligné l'étrangeté de recruter un jeune homme qui était classé seulement 100e sur 550 étudiants au lieu de choisir quelqu'un parmi les 10 premiers. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il disparaisse soudainement un jour, attirant ainsi l'attention sur lui et menant à ce que sa photo soit publiée dans des journaux à travers tout le pays. Ce qui ajoute au mystère, c'est que de nombreux dossiers du Criminal Investigation Department et du FBI obtenus par Jacques contiennent des informations caviardées qu'il est impossible de comprendre, comme l'avait mentionné le camarade de classe de Richard, et plus de 160 pages manquent dans les dossiers. Jacques a ensuite contacté Harry Mayaffer, un diplômé de l'école que Richard avait fréquenté et qui était devenu écrivain d'histoire plus tard dans sa vie. Les deux ont travaillé ensemble sur un livre à propos de la disparition, dans lequel Harry a noté que même Jacques avait accepté le fait que ni lui ni personne d'autre ne connaîtrait jamais toute l'histoire. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.